Et donc, nous allons commencer cet après-midi par le regard, un peu comme on a commencé la matinée, par le regard de quelqu'un de très expérimenté, un ancien secrétaire général de l'Élysée, qui a été ministre des Affaires étrangères, qui a travaillé avec Chirac et Mitterrand réunis dans des circonstances différentes et qui a une réputation qui est celle de la lucidité et celle du parler vrai. Et donc, il va s'exprimer peut-être pas toujours en cherchant à peindre la vie en rose, mais en nous disant les choses qui sont vraies et qui, dans ce monde aujourd'hui, peuvent nous préoccuper. Donc, un regard à la fois panoramique et pénétrant de M. Hubert Védrine, qui est un grand joie pour nous tous d'accueillir aujourd'hui. Je l'invite à venir au pupitre. C'est par ici. Comme on dit pour les ministres des Affaires étrangères, you have the floor. Et en plus, j'ai très peu de voix. Ça m'arrive régulièrement. J'ai le problème des vieux chanteurs, en fait. Nous avons un remède ici qui est le cognac. Non, c'est un problème de rééducation de la respiration. Ce que je fais avec des phoniatres qui travaillent pour les vieux ténors. Bon. Alors, merci Jean-Pierre pour l'invitation régulière, d'ailleurs, qui me permet de me joindre à vos travaux et de saluer ce travail, cette réussite, ce rendez-vous que vous avez créé et qui est maintenant très recherché. Alors, vous avez déjà dit la tonalité de mon intervention. Je vais désespérer personne, mais je vais vous dire comment je vois les choses, moi, avec ma longue expérience du pouvoir, dont les 3 cohabitations, et des voyages toute ma vie jusqu'à maintenant. Et je vais directement, alors ça va peut-être heurter ce que vous espérez, ce que vous croyez, mais c'est pour alimenter votre réflexion, c'est pas pour vous accabler. D'abord, moi je ne me sers jamais de l'expression communauté internationale. Il n'y en a pas. C'est un objectif. C'est un bel objectif. Et vous ne formez pas une communauté avec Poutine, avec les Chinois ou avec les islamistes. Il n'y a pas une communauté. Il y a une communauté occidentale, américano-globale, l'américano-globalisation. La mondialisation était une américano-globalisation, dérégulée, financiarisée, dollarisée. Donc c'est un objectif. Si on a ça en tête, on n'est pas sidéré par des votes tout à fait bizarres comme aux Nations Unies, après l'agression de Poutine, quand il y a 40 pays importants représentant les 2/3 de l'humanité qui n'ont pas voulu prendre parti. Non pas qu'ils aiment Poutine ni la Russie, encore moins la guerre. Ils ne veulent pas être dans notre camp. Donc on ne peut pas revenir sur le passé, là, un passé sur 4 ou 5 siècles. Moi, j'étais un de ceux qui ont dit depuis le plus longtemps que l'Occident avait perdu le monopole, pas la puissance, ni l'influence, ni la richesse, le monopole. Et depuis très longtemps, le principal théoricien de la géopolitique asiatique, qui est un Singapourien, Kishore Mahbubani, dont j'ai préfacé les livres quand ils sont traduits, il me répond en disant « Cher ami, vous n'allez pas assez loin. C'est la fin de la parenthèse occidentale. » Parenthèse. 5 siècles, ça paraît absurde comme concept. C'est pas du tout ma ligne. Hein. Sinon, on n'aurait pas le monde tel qu'il est. Mais en tout cas, il faut l'avoir en tête pour ne pas être stupéfait régulièrement. D'autre part, je me sers très peu, moi, du terme de gouvernance. Rappelez-vous que c'est un terme qui était employé dans une époque, disons, technocratique globale, pour dire en gros que ce qui compte, c'est pas les votes, c'est pas la politique, c'est pas les élections, c'est pas les peuples qui se trompent tout le temps, mais c'est les gens qui gouvernent. Donc il y a une évolution du mot pour dire, en fait, le monde va être gouverné par les secrétaires généraux et les directeurs généraux des organisations, en quelque sorte. Donc, alors je sais bien qu'on peut l'employer de façon positive, il faut que ça marche quand même. Plein de gens font un travail magnifique, mais l'origine du terme, c'est ça.
Ce qui fait que moi, ce que je vois tout bêtement, c'est une foire d'empoigne. Une foire d'empoigne. Entre la Chine qui veut devenir numéro 1, est-ce qu'elle peut y arriver? J'en sais rien, c'est un autre sujet, c'est pas évident. Hein. Et les États-Unis qui ne veulent pas que la Chine devienne numéro 1. D'ailleurs, aucun autre. Et chez les États-Unis, c'est fondamental. C'est pour ça que quand je dis fin du monopole occidental, les États-Unis n'acceptent pas cette idée. Ils pensent qu'ils sont la nation désignée par la Providence pour continuer à gouverner le monde, en fait. Et les Européens n'aiment pas non plus l'idée de la fin du monopole, mais pour d'autres raisons, par idéalisme. Idéalisme sympathique, mais un peu fumeux. Notamment l'idée que nous avons des idées universelles. Ça remonte à la chrétienté devenue Occident, puisque catholicos, ça veut dire universel. Mais dans la vieille idée qui nous anime encore d'idée universelle, c'est nous qui nous projetons sur l'univers. C'est pas l'inverse. Si l'inverse arrive, on est totalement déboussolé. C'est une des raisons pour lesquelles l'Europe n'arrive toujours pas à mettre en place, ce qui est une nécessité évidente, une gestion concertée d'une maîtrise des flux migratoires, en ramenant le droit d'asile à sa nécessité, c'est-à-dire de protéger des gens en danger. Donc ils n'y arrivent pas pour des raisons à la fois de prétention et puis de gêne et de remords, etc. Donc, voilà le mélange. Donc j'aurai une foire d'empoigne. Alors comme Trump a vanté l'unilatéralisme, les Européens ont idéalisé le multilatéralisme. Je suis évidemment pour, je ne peux pas être contre. Mais ne vous faites pas d'illusions, il n'y a pas de multilatéralisme magique qui va faire disparaître la foire d'empoigne. Vous voyez, dans tous les domaines, commerciaux, militaires, technologiques. D'ailleurs, on n'a jamais vu une négociation multilatérale aux Nations Unies, à l'OMC ou n'importe où, il y en a tout le temps, qui arrive à contraindre une puissance. Aucune puissance n'est contrainte par un résultat multilatéral. Si ça va comme ça, elle se sort du débat, ou elle ne ratifie pas le statut de la Cour pénale, par exemple. Donc, très bien, le multilatéralisme, très bien, mais ça ne fonctionne que si les puissances réelles qui tiennent le monde acceptent dans des domaines restreints ou périphériques ou secondaires qu'il y a un débat multilatéral que d'ailleurs ils vont orienter de 36 façons. Donc je suis pour. Naturellement, je l'ai pratiqué toute ma vie. Bien sûr, il faut continuer. Il y a plein de gens, y compris dans cette salle, qui en ont une pratique tout à fait remarquable. Mais n'imaginez pas que le gentil multilatéralisme à la sauce européenne va remplacer la compétition mondiale. Sinon, vous serez à nouveau extrêmement déçus. Alors, en général, depuis très longtemps, quand on faisait des tableaux un peu réalistes, on disait oui, mais il y a quand même l'Europe. Mais dans le récit européen qui est fait en général, on oublie totalement la genèse, qui est que l'idée d'origine, c'est le plan Marshall des Américains. Très intelligent, génial. D'ailleurs, quand ils ont fait le plan Marshall, ils espéraient ne pas avoir besoin de faire une alliance militaire. C'est très bien dit par les concepteurs du plan. Mais les Européens les ont suppliés de revenir quand même pour protéger l'Europe contre les menaces de Staline, qui n'appliquait pas les engagements pris à Yalta. Donc il y a eu quand même l'alliance. Les Américains ne voulaient pas, le Sénat ne voulait pas un article 5 qui les oblige à intervenir. Il s'agissait de ça, il ne s'agit pas que les États-Unis soient défendus par les Européens, c'était l'inverse. Le président Truman, trop oublié, personnage considérable, il a arbitré dans ce sens. Et dans la tête des Européens, c'est toujours la situation. Et depuis lors, ça fait des dizaines d'années, les Européens, les autres, n'ont jamais soutenu les demandes françaises de défense européenne, Europe de la défense, pôle européen de l'Alliance, etc. Jamais. Même récemment, quand le président Macron, avec beaucoup plus en plus de conviction et de détermination, a relancé ses idées. Même avant que Poutine attaque et ressuscite l'esprit de défense dans l'OTAN. Donc il a réotanisé tout le système. Alors je n'écarte pas l'hypothèse que dans quelques années, avec des pays européens réarmés, la Pologne, l'Allemagne, l'Ukraine, un pied dedans, dehors, on ne sait pas trop, les autres pays, ces pays vont commencer à peser dans le débat avec Washington en disant on a fait les efforts demandés, maintenant on ne va pas être gouverné à coups de sifflet par le Pentagone. Donc curieusement, on pourrait voir dans quelques années une résurgence des idées européennes anciennes, toujours rejetées pendant des dizaines d'années,
Et c'est là où il faudra être présent avec un certain poids pour inventer enfin le pilier européen de la langue. Mais là, on n'en est pas là. On n'en est pas là du tout. On est, à cause de l'attaque en Ukraine, dans une situation inverse. Donc, vous ne pouvez pas utiliser, en écoutant des choses un peu dures comme ce que je raconte là, en disant « oui, mais il y a l'Europe ». Deuxième élément, il n'y a plus de couple franco-allemand depuis la réunification. Moi, j'ai vécu Kohl-Mitterrand et Schröder-Chirac. Schröder ne parlait jamais du couple. C'était fini. Il n'était pas contre. Il n'était pas contre le fait qu'on soit d'accord. Hein. Sauf qu'on a un désaccord totalement central et géant sur l'énergie, bien sûr, à cause des erreurs monstrueuses de l'Allemagne qui, par réaction antinucléaire primaire, ils ont relancé le charbon, etc. etc. Bon. Mais Schröder, moi qui ai vu Helmut Kohl, j'ai participé à près de 115 rencontres Kohl-Mitterrand. 115. Et donc Schröder, Chirac, Jospin. Donc Schröder voulait bien discuter avec la France, trouver des arrangements, mais ce n'était pas un élément déterminant, ce n'était pas un impératif, ni moral, ni politique. Madame Merkel, habile politicienne, ne parlait de couple que quand elle venait en France. Et quant à Scholz, il s'en fiche complètement, ça se voit encore mieux, mais ça n'est pas apparu avec Scholz-Macron, vous voyez. C'est un long processus. Donc le vieux schéma que vous avez tous en tête, oui, il y a le couple franco-allemand, et on va convaincre les autres Européens de s'affirmer par rapport à nos amis américains, nos alliés, et comme ça on va être mieux entendu des Chinois, des Russes, et du Sud, et de l'Afrique et compagnie. Ça ne fonctionne plus. On est obligé de réinventer quelque chose d'entièrement neuf. Donc il y a un travail énorme pour les géopoliticiens et pour les politiques, pour les décideurs. D'autant que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même alors je ne sais pas si vous dire les nouveaux non-alignés, mais il y a quand même une quarantaine de pays donc, qui n'ont pas voulu choisir. Alors il y a la Chine, qui est un cas particulier. Il y a aussi l'Indonésie et beaucoup de pays d'Afrique. Il y a des pays d'Afrique qui sont entre les deux. Ils ne sont pas pour la guerre en Ukraine, il ne faut pas se tromper. Les pays d'Afrique déstructurés, qui sont tellement affaiblis qu'ils s'étaient mis entre les mains de Wagner, c'est 3 ou 4. Alors, il y a 53 pays en Afrique, 53 ou 54. Donc c'est des pays très importants. Donc on est obligé, dans cette phase, un peu de réduire le discours, disons, moralisateur, donneur de leçons, péremptoire, on a solution à tout. Parce qu'il y a un monde qui galope un peu sans nous, pour des raisons pas économiques, mais en tout cas démographiques pour le moment et pour le reste. Donc si l'Europe, comme je le souhaite, doit repeser de tout son poids pour défendre les sociétés européennes dans l'avenir, qui sont ce qu'on a inventé de mieux quand même. Il n'y a jamais eu de société meilleure que ce qu'on avait bâti à peu près. Si on veut défendre ça, la culture qui va avec civilisation, il faut qu'on soit très, très, très réaliste. Alors c'est compliqué parce que on est missionnaire, catholicisme, Occident, les droits, etc. Et on est, nous, Français, prétentieux. On donne des leçons à la terre entière tout le temps. Alors, on peut le défendre, même sur un point de vue philosophique, mais ça ne fonctionne pas. En tout cas, dans le monde que je connais depuis des dizaines d'années, ça ne fonctionne plus. Donc, je plaide, moi, pour une France qui devienne plus modeste. Pas plus modeste dans les ambitions, vous me comprenez, plus modeste dans l'expression. Et une Europe qui soit à nouveau redéterminée, non pas sur l'autonomie dont les Européens ne veulent pas, militaire, ni sur l'indépendance, c'est trop tôt, mais au moins dans la réduction de toutes les dépendances dans tous les domaines. L'Europe est trop dépendante de tout le monde. Là, il y a accord là-dessus, il n'y a pas blocage par les États-Unis si on travaille sur la réduction des dépendances. Mais c'est des approches très concrètes que votre monorivre va adorer. Oui, c'est typiquement ce genre d'approche. Ce n'est pas du tout péremptoire, prétentieux. Donc je voudrais une France qui arrive à parler et à fonctionner comme les Allemands. C'est bizarre parce qu'on a le contraire exact, ça ne marchera jamais. En tout cas, une Europe qui ne lâche pas, mais qui a une tonalité tout à fait différente. Alors je sais bien qu'on parle sans arrêt de partenariat avec la terre entière, à commencer par l'Afrique, mais on le dit, mais on ne le fait pas comme ça en fait. Donc j'appelle à une révolution mentale, conceptuelle, intellectuelle, géopolitique, politique et donc diplomatique, si on veut peser, avant même d'améliorer le sort du reste de l'humanité, ce qui est notre moteur. Et je terminerai d'un mot, parce qu'il est prévu que ce soit assez court quand même, mais synthétique. Terminer d'un mot, il y a un élément qui est encore plus grave que tout ça, au-dessus, qui est l'engrenage écologique.
Et moi, je ne le mets pas à côté, je le mets au-dessus. Et je ne parle pas que du climat. Il y a maintenant une course de vitesse entre la détérioration des conditions de vie sur la planète, et chaque été, au nord ou au sud, le montre, et d'autre part, l'écologisation de tout. Comme on a vu il y a 2 siècles, l'industrialisation. Donc on doit écologiser l'agriculture, l'industrie, les transports, les modes de vie, etc. Et ce n'est pas un problème social d'abord, c'est un problème scientifique, c'est un problème d'ingénieur, c'est un problème de chercheur, c'est gigantesque. Et la course de vitesse, avant de savoir si on arrive à contrôler à peu près les évolutions qui aujourd'hui ne sont que inquiétantes, il y en a pour 10, 20, 30 ans. Donc pour moi, c'est au-dessus de la géopolitique. Et ça va venir percuter la géopolitique, parce qu'au fil du temps, on s'apercevra qu'il y a des pays qui jouent le jeu, même si c'est dur pour eux, parce que les pays émergents veulent se développer. Mais ils arriveront à faire des transformations qui vont nous sidérer, nous. Et il y a des pays qui deviendront des pays voyous. Mais pas au sens où les Américains désignaient comme voyous des pays anti-américains qui réprimaient leur propre peuple, etc. Donc les pays voyous de l'avenir, c'est les pays qui ne joueront pas le jeu écologiquement et qui mettront en danger le reste de la planète. Alors pour le moment, ça vous paraît un domaine un peu à part, un peu spécialisé, mais pour moi, ça va donc venir en surplomb, de plus en plus orienter, restructurer l'ensemble du tableau géopolitique où il faut qu'on soit mobilisé. Mais tous les défis dont j'ai parlé sont relevables. Il n'y a absolument rien de fataliste dans mon propos. Dur, direct et lucide, oui, mais jamais fataliste. Voilà la situation. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Merci beaucoup. Ne quittez pas le micro, 1 seconde, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vois bien, j'ai déjà vu dans vos livres ce concept d'écologisation, qui est un concept enfin, supérieur, en effet complètement global. Avec quel pays on peut essayer de militer pour cette idée-là? Parce qu'au fond, cette idée, elle doit embarquer des gens, elle doit pouvoir rayonner. On risquerait de tomber dans la prétention si on était les seuls à dire voilà le modèle d'avenir. Cette écologisation qui s'impose un peu à la réflexion de tous les grands sujets, avec qui on peut commencer à jardiner le sujet, s'il vous plaît? D'abord, ça a commencé depuis des années. Personne n'aurait imaginé qu'on fabrique la voiture électrique aussi vite. Après, ça dépend comment on fait l'électricité, naturellement. Mais il y a des millions, pour ne pas dire dizaines de millions, de chercheurs dans le monde entier, d'ingénieurs. Il ne s'agit pas de faire des manifestations qui ne servent à rien. Je parle des gens dans le domaine scientifique et technique qui inventent sans arrêt des trucs. Regardez dans les revues scientifiques, il ne se passe pas un mois sans qu'on ait trouvé un moteur qui consomme moins, qui rejette moins, où on capte mieux le CO2, ou des molécules qui, dans l'agriculture, sont meilleures qu'avant. Donc ça bouge partout. Et même dans les pays apparemment les plus réticents, parce qu'ils veulent encore se développer, il y a même en Chine, vous le savez bien Jean-Pierre, il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus. Même en Inde, même en Afrique, avec des diasporas, etc. Donc c'est pas pays contre pays. Alors après, la grosse différence, c'est les pays démocratiques, dans lesquels il y a une opinion qui ne veut pas bouger, enfin pas tout de suite, ils ont compris, leurs enfants les engueulent, mais ils ne veulent pas bouger tout de suite. Donc dès qu'il y a une mesure toute petite, ils se mobilisent et on a des gilets jaunes au carré sans arrêt. Bon. Donc là, il y a un problème de ruse pédagogique à trouver dans les pays démocratiques en disant, voilà l'objectif. L'écologisation va se faire plus ou moins vite selon les domaines, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voilà comment on va gérer les transitions, etc. Et après, il faut mettre en avant des solutions alternatives. Si vous dites brusquement dans le Poitou, dans le Limousin, que les gens n'ont plus le droit d'utiliser les vieilles bagnoles qui sont pour aller à la préfecture, évidemment, ils cassent tout. Donc il faut arrêter d'être idiot. Il faut leur dire, voilà l'objectif, il est incontestable. Et donc il faut des cheminements, des processus, des alternatives. Donc je ne mets pas pays contre pays, parce que dans chaque pays, il y a des forces qui veulent avancer, d'autres non. Alors, les maximalistes ne rendent pas service, parce que tous ceux qui disent, de toute façon, on est foutu, d'abord, c'est pas vrai, et c'est démoralisateur, vous voyez, par rapport à ça. Les dogmatiques gauchistes, en gros, qui sont au pari de l'écologie, ils nous font perdre du temps, parce qu'ils rendent l'écologie tout à fait haïssable. Et ça n'a rien à voir avec les thèmes des gauchistes qui ont le droit de développer, mais c'est d'autres sujets, en réalité. Donc, il y a une bataille dans chaque pays, et chaque démocratie est plus ou moins... Mais on n'est pas trop mal, on est mieux situé que l'Allemagne
parce que l'Allemagne est tellement bloquée sur pas de nucléaire, donc le charbon, en fait. Mais enfin, en 5, 10, 15 ans, ça peut se surmonter. Après, il y a une alliance à trouver, même avec la Chine. Les grandes conférences d'il y a 30 ans, la Chine disait ça n'existe pas. Il n'y a pas de problème. Les statistiques sont bidons et on n'est pas capable d'en faire. Bon, il y a encore 2-3 personnes dans chaque pays qui disent ça. Et dans les réunions suivantes, ils disaient ouais, il y a peut-être un problème, mais c'est pas d'origine humaine. Ce qui serait encore plus inquiétant d'ailleurs. Après, ils disent oui, c'est d'origine humaine, mais c'est pas nous, c'est les Anglais. Révolution industrielle. Et après, ils disent bon, d'accord, ça concerne tout le monde, mais c'est de votre faute, donc c'est vous qui devez payer. Et après, on dit mais non, on est dans le même bateau. Et donc, on est en train de converger quand même. Alors, à l'échelle du climat des incendies, c'est pas assez rapide. À l'échelle historique, c'est très rapide. Donc, je pense que moi, je n'opposerai pas les pays. Je pense que dans tous les pays, il y a des forces qui sont engagées dans un gigantesque travail écologique, scientifique, de transformation, avec des tas d'entreprises. Il y en a plein dans le Poitou. Hein. Il y a plein de gens, des PME, des grosses, des petites. Hein. Et puis ceux qui résistent. Mais ceux qui résistent, il ne faut pas les engueuler. Il ne faut pas les mépriser, il ne faut pas les menacer. Il faut leur dire, écoutez, entrez dans le processus. Vous ne pouvez pas faire ça en 2 ans, peut-être en 3 ans. Quelles sont vos propositions, même dans l'agriculture? Donc c'est une méthode qu'on peut décliner selon les situations. Et à mon avis, c'est pas du tout fichu. Vous voyez, chers amis, qu'on peut être à la fois un grand diplomate et un bon politique. Parce qu'au fond, il nous invite à être, Hubert Védrine nous invite à être pèlerin de l'écologisation. Qu'est-ce qu'un pèlerin? C'est quelqu'un qui trace un chemin en partageant avec les autres la destination. Donc il faut partager la destination, l'écologisation, mais il faut inventer les chemins qui soient des chemins praticables pour pouvoir avoir des résultats. Merci beaucoup à Hubert Védrine de cette intervention particulièrement éclairante.